Alors bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la question de la santé mentale dans les groupes d'analyse de pratique à travers deux axes. Un axe qui sera plus comment le groupe d'analyse de pratique peut intervenir auprès des professionnels à travers les groupes et du coup dans la santé mentale des professionnels. Et puis un deuxième axe qui est plus tourné sur comment on aborde en tant que gapper. Chez Epsilon, on parle des gappeurs, donc des animateurs de gap. Comment on aborde les questions de santé mentale au sein des groupes. Pour échanger sur ce sujet, j'ai donc 2 personnes avec moi. Corinne de France que je vais laisser, se présenter en quelques mots. Alors bonjour, donc Corinne de France, gapeuse, Epsilon Melia depuis, certifiée là, cette année et donc en charge de l'animation, de Gap, pour Epsilon et d'autres, structures. Je suis par ailleurs directrice d'une association nationale qui travaille dans le champ des addictions, de la santé et de la solidarité. Parfait. Et également Éric Varroquet. Alors moi donc, je suis directeur et cofondateur d'Epsilon Melia, mais là j'interviens surtout en tant qu'animateur de groupe d'analyse de pratique, mais également en tant que formateur puisque j'anime la formation pour Epsilon Melia, animer des groupes d'analyse de la pratique. Très bien. Donc merci à vous. Donc l'idée, c'est de pouvoir un peu débattre et échanger et de croiser vos regards, par rapport à vos expériences que vous avez pu rencontrer, au fil, du temps. Donc la première idée, c'est cette idée de en quoi le groupe d'analyse de pratique pourrait participer à la santé mentale ou à la bonne santé mentale des professionnels de toutes les structures dans lesquelles, vous allez, vous allez dans des structures très différentes, ça va de la petite enfance, la protection de l'enfance, le handicap, la précarité, autour, autour des addictions, on en parlait tout à l'heure, mais aussi dans des CCAS, dans des villes, des départements, des centres de tutelle, l'hospitalier aussi. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez un parcours qui est extrêmement large, donc du coup, une vision extrêmement large de tout ce secteur du social, médico-social et sanitaire. Et c'est en ça que votre regard, je pense, va être très riche dans ces échanges. Alors, je donne la parole à Corinne, qui OK. se regardent tous les 2. À Corinne, OK. et puis après Eric rebondira et puis je vais vous laisser rebondir et de temps en temps j'interviendrai. Alors sur cette question, en tout cas, moi je parlerai d'abord de ce que ça permet au niveau de la charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a des professionnels qui arrivent, qui sont souvent, comme on se le disait juste avant de commencer ce podcast, souvent, pressurisés par le temps, et qui trouvent là un espace-temps aussi, dans lequel ils peuvent se poser et déposer aussi une sorte de charge émotionnelle qui n'est pas toujours perceptible au départ. On pourra peut-être y revenir parce que, très souvent quand même les situations qu'ils amènent, c'est avec précaution, se disant que peut-être c'est pas si important que ça et en même temps, quand on commence à travailler autour d'une situation, il y a vraiment quelque chose du côté des émotions qui peut être posé, reconnu, légitimé et sur lequel du coup on va pouvoir, travailler et je pense que ça participe vraiment, pour le coup à cet accompagnement de la santé mentale des professionnels. C'est pour ça aussi, enfin juste une parenthèse, c'est que le groupe d'analyse de pratique rentre souvent dans la qualité de vie, des conditions de travail. Ça fait partie, hein, il dit des recommandations, du GAP. Du coup Eric, par rapport à ce que vient de dire Corinne. Je pense qu'effectivement la question des émotions est fondamentale et au cœur de l'analyse de la pratique. Je pense important qu'on puisse y revenir, on y reviendra, de façon le plus précisément possible, quoi. Je crois que ce qui est important de dire, c'est de bien définir ce qu'est un gros d'analyse de la pratique. Parce que parfois, il y a un certain nombre de confusions. Il y a encore dans les années, 2000, je me souviens, quand on parlait de groupe d'analyse de pratique, souvent on le définissait à la négative. C'est-à-dire, on le définissait à partir de qu'est-ce que ce n'est pas. On disait l'analyse de pratique, c'est pas de la supervision. On disait l'analyse de pratique, c'est pas de la régulation. On disait l'analyse de pratique, c'est pas du groupe clinique. Et ça, c'est important parce qu'à cette époque-là, effectivement, on avait besoin de le définir à partir de ce que ça n'était pas. Aujourd'hui, il me semble que par le travail qui a été fait par de nombreuses personnes, hein, ça s'est fait à force de pratique et de formation, aujourd'hui, on peut définir rigoureusement ce qu'est l'analyse de la pratique. L'analyse de la pratique et je vais faire un lien avec le groupe clinique.
l'analyse de la pratique, c'est pas un groupe clinique. C'est-à-dire, l'enjeu d'un groupe d'analyse de pratique, ce n'est pas de parler des personnes accompagnées. Bien évidemment, on va les évoquer, évidemment, elles vont être au cœur du sujet, mais ce qui va être fondamental, c'est la relation qu'établissent les professionnels avec les personnes qu'ils accompagnent. Et donc, celui qui est au centre de l'analyse de la pratique, c'est le travailleur social, par exemple, ou l'enseignant, ou le soignant dans le milieu hospitalier, par exemple. Donc ça, c'est déjà essentiel de dire que le travail porte sur les relations, la modalité de relation, des objectifs des professionnels à l'égard des personnes accompagnées. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce qui va être travaillé, c'est la question des émotions des professionnels par rapport à certaines situations qu'ils vont rencontrer. Alors, du coup, vous faites quoi comme différence entre la supervision et l'analyse de pratique? Avec le fait que vous dites que ce qui est au cœur, de la séance, c'est le professionnel, qu'on trouve parfois dans la définition de la supervision. Est-ce qu'on peut préciser, du coup? C'est très juste, effectivement, il peut y avoir là une confusion parce qu'effectivement, dans le cas de supervision, le professionnel est également, au cœur du sujet, si je puis dire. Si on se fie, au dictionnaire, ce que nous dit supervision, c'est contrôle. D'ailleurs, quand enfin, essayons d'élargir la notion de supervision sur plusieurs pratiques. On peut être systémicien et faire de la supervision. On peut être psychanalyste et faire de la supervision. On peut avoir une approche TCC et demander de faire de la supervision. Le point commun de ces 3 démarches avec des approches différentes, c'est qu'on va aller à la rencontre de quelqu'un qui, a priori, a plus d'expérience que nous, pour nous permettre de parler de notre travail et de vérifier que la manière dont on procède, c'est plutôt juste ou qu'est-ce qu'il y aurait à ajuster pour être plus juste dans sa pratique. Donc il y a vraiment l'idée de je vais voir disons qu'un expert, quelqu'un de plus capé que moi pour pouvoir m'accompagner dans mon travail. Et donc contrôler, vérifier que ce que je fais comme accompagnement, de ce que je peux dire, je suis juste ou je suis pas juste? Donc Exactement, exactement, ce qui est pas le cas de l'analyse de pratique. ce que j'ai et donc si on revient à l'analyse de pratique, quand on dit: «La personne est au centre», mais ce que j'entends aussi, c'est la personne en relation avec le public qui l'accompagne. En fait, c'est ce mouvement-là peut-être qui est au centre et du coup les émotions qui peuvent se dégager dans ce mouvement-là. Exactement, exactement. D'où le fait que ce qui va être au travail, et là je rejoins Corinne et c'est par rapport à la question des émotions. Il faut savoir de façon très pratique, hein, quand on arrive dans un groupe d'analyse de pratique, une de nos quelles que soient nos approches, hein, mais une des premières questions, c'est: «Quelles sont les situations que vous voulez travailler?» D'accord? Et donc certains participants vont dire: «Moi, j'ai une situation» et en tout cas, selon la méthode d'Epsilon Méliat, c'est comme ça qu'on procède. On va choisir la situation à partir d'une intensité émotionnelle. C'est-à-dire que à partir du moment où le travailleur social dit: «Moi, j'aimerais travailler cette situation» et qu'on sent qu'il y a une demande importante, c'est celle qu'on va choisir et on va dire, c'est l'émotion qui domine. Et du coup, c'est un lieu où on peut déposer ses émotions. On va voir, oui, ça peut être intéressant que Corinne elle dise comment si elle procède, de la même manière, mais oui, heu ça va être un lieu alors, je suis toujours un peu embêté avec déposer ses émotions parce que ça voudrait dire quoi? Je prends mes émotions et je les mets sur la table. En fait, on doit disposer d'une méthodologie qui va permettre et là, je crois que c'est intéressant d'être précis là-dessus, hein. On va user d'une méthodologie pour permettre petit à petit à ce que l'émotion soit reconnue, parce qu'elle n'est pas toujours reconnue, Oui. d'accord? Et petit à petit, c'est comment on va la travailler et c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Puisque ça va être un élément du travail fondamental qui va être au cœur du travail d'analyse qu'on va mener autour d'une situation. Parfait. Du coup, je me tourne vers Corinne, je n'allais pas oublier Corinne. Sur la question des émotions, Mmh. qui commence à être abordée, qui est une question assez fondamentale et on peut faire le lien peut-être entre émotion et santé mentale. Du coup, c'est intéressant et peut-être un exemple aussi, concret auquel vous pensez, par rapport à des situations que vous avez rencontrées dans des groupes d'analyse de pratique? Alors en tout cas, moi j'ai vraiment le sentiment que ça se joue aussi dans le temps. C'est-à-dire que quand on rencontre un groupe une première fois et quand on a commencé à travailler,
ensemble depuis plusieurs séances. Il se passe des choses au fur et à mesure différentes, où chacun va s'autoriser davantage à être de plus en plus authentique, où, les choses vont être plus, comment dire? Sereines peut-être, pour pouvoir amener des situations et aller un peu plus loin, justement sur la question des émotions. Je me souviens effectivement de situations où dans les premiers gaps, on était sur le temps qui semblait être perdu ou, en tout cas utilisé à mettre des bas de contention à des personnes le soir et tout le temps que ça prenait et le sentiment d'isolement qui allait avec, à une séance qui clôturait ce cycle, où on parlait de l'accompagnement à la fin de vie et où, évidemment l'émotion était beaucoup plus, en jeu. Alors l'idée n'est pas forcément de travailler sur enfin le fait de déposer ces émotions, mais de savoir effectivement les reconnaître. Je pense que c'est très important qu'il y a eu tout un temps aussi où on disait: «Les émotions, il faut les laisser chez au travail, pas repartir avec chez soi». La semaine dernière, j'animais un gap, de quelqu'un qui disait: «Bah, je repars avec, chez moi». OK, oui et ça paraît logique, on ferme pas la porte comme ça, les émotions, elles nous traversent tout le temps. Mais c'est, dans le gap, je crois vraiment l'idée de prendre de la hauteur. C'est pour ça que j'utilisais le terme de déposer, pas tant pour pouvoir les déposer, les mettre sur la table, mais pour se prendre de la distance avec elles, pour qu'elles ne nous semblent pas envahissantes, qu'elles nous empêchent pas de réfléchir. Parce que le gap, c'est vraiment aussi un lieu, d'élaboration, de réflexion et aussi collective. C'est-à-dire que de les déposer, ça permet à la personne qui propose cette situation de prendre de la distance, mais aussi à tous de regarder un peu la situation et de pouvoir la questionner avec des angles de vue différents. C'est-à-dire en fonction de ce que chacun perçoit, comprend et et de le déplier comme ça, moi je pense que vraiment, oui, ça émotion et gap et santé mentale sont très en lien et permettent justement de pouvoir construire quelque chose ensemble et je dirais aussi que par rapport à tout ça, ce qui se passe à un niveau collectif permet aussi, outre le fait que le gappeur ou la gappeuse, bien entendu, du fait du cadre, de la méthode, va contenir, et pouvoir cheminer avec le groupe autour de ça, il y a aussi quelque chose qui se construit d'une dynamique collective qui a en plus, je crois, des répercussions, en tout cas des retours qu'on me fait aussi, des répercussions en dehors des séances de gap, parce que in fine, c'est quand même ça aussi qui est d'important, c'est que ça ne soit pas que les 2 heures de gap qui soient utilisées, mais bien qu'il y ait des répercussions en dehors. Donc il y a vraiment tout ça, je crois, qui se joue dans tous ces liens entre santé mentale, émotion, et gap. Ouais, ce qui est intéressant de ce que j'entends, c'est que c'est un temps où vous dites tous les 2, je pense que pendant très longtemps, on a un peu oublié ou zappé les émotions. En fait, on ne devait pas trop en parler, ce que vous dites quand vous dites on en fait, c'était un peu tabou, quoi. C'était voilà et donc du coup, de devoir le nommer même au sein du groupe, ça pouvait être un peu, compliqué ou peut-être on se montrait faible, enfin voilà, peut-être on dévoilait quelque chose de soi qui était pas toujours simple. Ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, les équipes on parlait tout à l'heure que le Gap avait beaucoup évolué, en 20 ans, c'est même en 50 ans. Hem, c'est qu'aujourd'hui, de pouvoir nommer les émotions, c'est pas tabou et même ça fait partie le fait de pouvoir les nommer, ça fait partie de la santé mentale de dire: «Si je les nomme, c'est reconnu et du coup, je suis pas fou ou folle avec cette émotion-là, mais en fait, elle peut être partagée, elle peut être reconnue, elle peut être entendue, elle peut être accueillie» et du coup, l'impact qu'il y a, c'est on voit que ça a un effet au sein du groupe, mais que ça a un effet au-delà du groupe dans ce qui vient d'être, nommé. Ce qui, moi, m'interroge du coup, en tout cas la question que j'ai qui vient, c'est du coup, pour le gapper, c'est comment lui, en tant que gapper, parce que du coup ça revient aussi la posture du gapper qui est prêt à accueillir ces émotions-là, avec des émotions qui parfois peuvent faire un peu peur. Quand on voit quelqu'un qui s'effondre en pleurs par exemple, parce qu'il est très touché ou qu'il peut y avoir de la colère, enfin c'est souvent les émotions un peu négatives qui peuvent être, parfois pas difficiles à appréhender. Du coup, comment est-ce qu'un gapper peut se préparer ou travailler cet axe-là d'accueillir la colère, enfin ou la colère ou les pleurs, enfin en tout cas les émotions fortes des participants. Je veux faire un lien avec ce qu'on peut rencontrer
en formation, quand on forme des personnes à l'animation, à animer des groupes d'analyse de pratique et de la place des émotions. Là, ce qui vient d'être dit, c'est vrai que pendant très longtemps, il y avait d'un côté la raison et de l'autre côté, il y avait les émotions. Et il y avait effectivement, on se devait d'être rationnel et pour être rationnel, il fallait écarter les émotions. Aujourd'hui, on sait que ça fonctionne pas du tout comme ça et les travaux en neurologie le montrent, c'est que les émotions participent du penser, participent du fait même de penser. Puisque derrière nos émotions, et il faudrait essayer d'être fin sur qu'est-ce que ça peut être une émotion. Derrière nos émotions, il y a tous nos systèmes de valeurs. C'est-à-dire, on assiste à une scène, OK, qui nous révolte, par exemple. Donc, la première chose qui va émerger, c'est l'émotion. C'est l'émotion brute. Par exemple, je vais être en colère. Mais comment c'est possible de traiter un usager de cette manière-là, par exemple? D'accord? Donc là, c'est d'abord l'émotion. Et je risque cette émotion parce que émouvoir, émotion qui vient de mouvoir, va entraîner un comportement avec le risque que je vais intervenir de telle ou telle manière et que peut-être que dans cette manière d'intervenir, ce sera juste ou pas juste. Donc, c'est hyper important d'entendre que l'émotion, c'est l'endroit même où on va commencer de penser. On dit même aujourd'hui au niveau de la psychoneurologie, c'est que on éprouve, on ressent et on pense. Le cerveau traite les informations dans ce cheminement. Et ça fait écho à l'analyse de la pratique, puisque Juste, on éprouve, on ressent et on pense. Donc l'émotion, elle est vraiment première. l'émotion, elle est la sensation. Je rentre dans un espace, mon corps, je suis témoin d'une scène, il y a une information qui passe au niveau du corps, j'éprouve déjà, donc après, il y a un éprouvé. Au niveau émerge une émotion qui est exemple la colère, et ensuite vient la pensée, l'idée de qu'est-ce qui m'entraîne ce comportement et qu'est-ce qui entraîne cet agir lié à cette émotion. Et ça va être intéressant parce que quand on est en analyse de pratique, si on en appelle d'abord à l'émotion, c'est je vais faire un nœud parallèle. Il y a la sociologue Eva Illouz qui parle que notre époque serait déterminée par le fait que ce qui prime chez nous, dans notre culture, c'est ce qu'elle appelle les émotions brutes ou les émotions nues. C'est-à-dire, on réagit de façon émotionnelle et c'est nos émotions qui dictent nos comportements. Alors c'est important parce qu'il y a eu d'autres époques, c'était pas comme ça et elle le montre très bien. Parfois, dans d'autres époques, ce qui comptait, c'était pas forcément les émotions, mais c'était, un ordre social. Je pouvais, par exemple, m'ennuyer. Je donne un exemple très concret, hein, je peux m'ennuyer dans mon couple. Ben, il y a pendant des siècles et des siècles, c'était pas une question, je m'ennuyais dans mon couple, mais il y avait une exigence sociale qui faisait que, On restait pas j'acceptais qu'on arrivait voilà, on exactement. se séparait pas parce qu'on On se séparait et alors elle dit ça, elle donne un exemple, par exemple, c'est la psychanalyse qui aurait mis ça en avant ou après la psychologie qui a donné une place puissante à nos ressentis et on doit d'une certaine manière respecter ses ressentis, pour être juste avec ce qu'on dit puisque nos émotions nous détermineraient d'une certaine manière, d'accord? Donc ce que je voudrais pour résumer, ce qui est important de dire, c'est que les émotions, c'est pas un truc à côté. Les émotions, c'est au cœur de la pratique et donc pour pouvoir travailler une situation, on va très souvent partir d'une émotion puisque en général, c'est: «Je voudrais vous parler de ce gamin-là parce que j'en peux plus» ou un manager qui va vous dire: «Moi, je voudrais vous parler de ma relation avec un de mes collègues parce que c'est plus possible», donc c'est souvent: «Mais elle devrait plus être là, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait là?» Ça peut être très dur ou entendre un éducateur dire: «Mais il a rien à faire dans cet établissement, il faudra changer d'institution». On voit que c'est une émotion brute. Et tout notre travail et nous, on peut pas ne pas ressentir ce qu'on ressent. Donc nous, notre boulot, c'est d'accueillir radicalement ça, puisque il est traversé par ça. Et tout le travail d'élaboration qui va suivre va petit à petit, par un savoir-faire, hein, une reformulation, une écoute, rejoindre l'autre, reformuler, faire une synthèse, poser une question pour en savoir un peu plus. C'est petit à petit que l'émotion, elle trouve forme dans un récit qui touche au sensible, pas à l'intellect, au sensible, pour permettre à quelqu'un d'élaborer et c'est ce travail d'élaboration qui va faire que petit à petit, d'une émotion brute, pour reprendre la formule de Illouz, de la sociologue Eva Illouz, c'est petit à petit, on va s'élaborer un discours. Mmh. C'est ça qui me paraît fondamental
dans ce processus du travail des émotions. Du coup, sur ce processus qui vient d'être décrit, par Eric, Corinne, du coup, vous l'avez expérimenté, je veux dire en tant que gapeuse, du l'autre côté et d'accueillir. Du coup, est-ce que ça vous vient, en tout cas, parce que je prends un pas franc, mais une séance à laquelle vous pensez, vous avez eu un groupe où vous sentiez une émotion très forte. Souvent, quand on arrive dans une salle et qu'il s'est passé un événement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sent qu'il y a une tension très forte dans la salle et du coup, comment on m'appelle, comment on Alors, Rosiane. j'ai plusieurs situations qui me viennent, en tête. En tout cas, ce que ça m'évoque là, hem, c'est une séance de gap qui commence et une professionnelle qui arrive et qui dit à quel point, en fait, elle n'a pas du tout confiance dans l'équipe et quelque chose de, voilà, de très qui pouvait être attaquant, en tout cas, pour les autres participants et là, je prends et j'accueille et je me dis: «Bon, comment je vais me sortir de ça?» parce que je sens que c'est vraiment l'émotion, elle est à fleur de peau. Quand elle parle très vite, il y a vraiment un débit, très rapide et on sent que c'est oui, ça la prend, enfin, au niveau des sensations du corps, on voit le non-verbal s'agiter et donc ce que j'ai appris, en fait, à Epsilon Melia, je je crois, c'est qu'auparavant, je crois que j'aurais voulu apaiser tout ça en essayant de peut-être argumenter pour relativiser. Voilà. Or, en fait, en tant que gapeuse aujourd'hui, étant passée par Epsilon Media, j'accueille. Je rejoins l'autre et ça, je trouve que c'est assez magique. Bon, évidemment, avec, toute la le comment dire? Le fait que évidemment, c'est une formule, mais c'est assez signifiant de tout ce qu'on peut faire en gap, je trouve. Parce qu'en fait, de venir rejoindre l'autre, de reconnaître que ce qu'il vit, effectivement, je comprends, ça le met à mal et oui, qu'est-ce que ça doit être difficile parce que la confiance, vraiment, c'est tellement important et que et en fait, de rejoindre, cette personne dans ce qu'elle était en train de décrire et de pouvoir pas relativiser, mais vraiment reconnaître à quel point ça pouvait être difficile, j'ai senti qu'il y avait quelque chose tout de suite qui se dégonflait. C'est-à-dire, elle était entendue, elle était reconnue et c'est pas parce que je la rejoignais que parce que ça pou c'est tout ça me traversait en même temps que je créais quelque chose qui était différent avec les autres. C'est-à-dire que, j'avais vraiment cette, vigilance à être aussi bien à l'écoute et donc je m'adressais à cette personne qui amenait cette situation, mais je m'adressais aussi au groupe en se disant que oui, pour tout le monde, c'est important la question de la confiance, que dans ces relations de travail, ça tient une place qui est, qui est mise à l'épreuve, mais que effectivement c'était le bon endroit pour pouvoir en parler et qu'on allait pouvoir en parler tous ensemble parce que c'est pas et de pouvoir aussi généraliser en même temps, en disant: «Effectivement, ça, c'est une situation et merci de l'amener». En même temps, c'est une situation que chacun d'entre nous ici, pouvons rencontrer et donc on va pouvoir travailler ensemble à partir de cette situation sur quelque chose qui parle sans aucun doute à chacun, chacune dans ce groupe. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, c'est comment on veut pas mettre presque une pommade. Oui, C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ouais, qui c'est ça. arrive, on la voit s'effondrer, pleurer ou être en colère, on dit: oh là là», parce que soi-même on se dit: «Oh là là, comment je vais gérer?» Peut-être qu'on voilà, en tant que gapeur, on se dit: «Comment je vais gérer? Mais si elle s'effondre et vous, comment ils vont réagir?» et cetera. En fait, c'est pas le sujet. J'entends, on s'en fiche, il y a pas de pommade, il y a non. En fait, c'est OK, je elle pleure ou elle est en colère. OK, pas de souci, j'accueille. Mais C'est ça que j'entends et du coup, le fait de changer cette posture-là, vous, ça vous trouvez que de l'avoir expérimenté, ça donne quelque chose, l'effet magique, je reprends ce mot. En tout cas, ce que j'entends, c'est que ça a fait redégonfler les ponts, ça apaise la personne parce qu'on n'a pas mis presque un j'allais dire un pansement sur une jambe de bois, comme on disait autrefois, je crois plus que ça se dit aujourd'hui, mais quelque chose qui du coup ne sert pas à grand chose parce que c'est très instantané, mais finalement ça ne sert pas. oui et puis ça viendrait taire, le
la difficulté, l'émotion qui est amenée. Ça viendrait effacer, nier la difficulté dans laquelle est cette personne, en fait, de mettre de la pommade ou un pansement et donc effectivement, enfin moi je trouve que l'écoute qu'on peut apporter, l'attention, la vigilance à la personne qui amène la situation, mais surtout sans oublier tout le reste du groupe, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau groupal, qui montre aussi aux autres le calme, l'accueil, la sérénité dont on peut faire preuve, je crois, va aussi permettre à tout le monde de se sentir en sécurité. Et là, je fais aussi du lien avec la santé mentale. Je pense que c'est des espaces dans lesquels on doit aussi, nous, être garants de la sécurité pour tout le monde. Sécurité émotionnelle, bien entendu, surtout. Et je pense que ça aussi, c'est ça permet de réduire un certain nombre de difficultés qu'on peut vivre en équipe, d'être dans un lieu où on peut se parler, on peut aussi mettre, sur la table, encore une fois, des situations qui viennent éventuellement abîmer un peu cette, dynamique d'équipe et dans lequel on va pouvoir aussi travailler là-dessus. Indirectement souvent, mais Du coup, la notion de la sécurité du Ouais, ce que je trouve intéressant dans l'exemple proposé par Corinne, ça nous permet de voir un peu à partir de quoi on travaille. Parce qu'effectivement, ce que dit Corinne avec force, c'est-à-dire que c'est la question de la confiance. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, c'est intéressant parce que cette personne, elle est capable de dire, «J'ai pas confiance dans le groupe», mais elle a quand même suffisamment confiance pour dire: «J'ai pas confiance dans le groupe». Déjà, ça, c'est déjà une première chose. Alors peut-être aussi qu'elle a la confiance en l'intervenant. Et ça, ce que dit Corinne et tu fais écho à ce que tu disais, Marie, c'est qu'effectivement, si l'animateur, entre guillemets, il a peur de l'émotion, d'accueillir l'émotion, s'il a peur d'être débordé, il sera plus disponible pour l'accueillir. Donc effectivement, tout l'enjeu de la formation animée des groupes d'analyse de pratique, c'est avec le temps, c'est de voir où on en est nous avec les émotions et dans quelle mesure on est capable de les accueillir, de les recevoir et de comprendre aussi leur mécanisme, si je puis dire. Parce que quand cette personne, elle arrive pour dire, «J'ai pas confiance», d'accord? Ça peut être sur le ton de la colère. «J'ai pas confiance en l'équipe», et cetera. Derrière, on peut entendre quelque chose de son système de valeurs. Est-ce qu'elle a été trahie? Qu'est-ce qui fait qu'elle a pas confiance? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Donc, déjà, nous, dans un premier temps, on va pas c'est le petit bout de fil qui sort de la bobine qu'on va prendre. La première chose qui vient, c'est, hem, «Je suis pas contente». Voilà, je suis en colère, par exemple, OK? On va dire: «Bon, OK» et nous, on se saisit de ce fil. OK et donc qu'est-ce qui a pu arriver? Et là, la personne va pouvoir commencer petit à petit à dire très con un peu à la fois, bien évidemment: «Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé?» Qu'est-ce qui l'amène à ressentir ce qu'elle ressent? En quoi c'est venu éventuellement la heurter? Et petit à petit de faire tout un travail d'élaboration, mais très concret. C'est pour ça que quelqu'un comme Rogers, par exemple, disait, «Nous, on travaille avec l'émotion, on travaille avec le sensible, on travaille pas avec l'intellect». C'est qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce racontez-nous, racontez-nous. Et grâce à ce fil qui est tiré, et non seulement qui est tiré, mais qui est légitimé en disant: «Si vous ressentez ça, c'est que vous avez bonne raison de l'éprouver, donc racontez-nous», la personne va pouvoir petit à petit élaborer et c'est pour ça que j'aime bien parler de on tire le fil et petit à petit va émerger une narration que nous on doit tenir, accompagner, soutenir et faire émerger. Et il y a une vertu, enfin, on peut l'expérimenter, tout le temps, quoi. Il y a une vertu même de mettre en récit ce qui était au départ une, une émotion une émotion brute. alors du coup, en tant que gapper, comment on travaille ça? C'est-à-dire que j'entends Corinne, c'est, avant j'avais cette vision-là, mmh mh. puis j'ai compris que en fait, si je me mettais dans une autre posture et que j'accueillais, ben, du coup, en fait, j'amenais vers un autre résultat, c'est-à-dire une autre, en tout cas un autre type d'intervention qui s'avérait très intéressant et très apaisant et de créer un espace très, sécurisé, j'entendais voilà, où il y a la confiance, on est en sécurité, du coup, on ose dire les choses. Du coup, comment, en tant que gapper, on travaille ça?
Comment on arrive à changer, à modifier sa posture? On s'entraîne, vous allez me dire. Mmh. Comment on fait? Alors on s'entraîne, on s'est entraîné oui, on s'est entraîné. Je crois que alors je fais aussi de la formation par ailleurs, donc je pense qu'effectivement l'expérience nous est utile, et moi j'ai l'impression aussi de tirer le fil et en même temps d'essayer de le tirer dans des sens et des endroits différents. C'est-à-dire de faire un peu un tour à 360. C'est-à-dire de me demander vraiment, vraiment et dans une étape d'élaboration qui rejoint l'autre, de me demander vraiment, heu, co cette situation, qu'est-ce qu'elle raconte vraiment? Et et de me poser des questions, de lui poser des questions et je suis très vigilante aussi d'ailleurs avec les participants autour, à ce qu'on soit vraiment sur des questions au départ de clarification. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous manque comme élément pour bien comprendre et pas aller tout de suite sur des pistes? Parce que évidemment quand on est débordé, quand on est démuni, quand on se sent impuissant, on a envie d'une solution, on a envie d'une réponse. Et je crois que ce temps-là aussi, on suspend un peu le temps d'ailleurs, avant de répondre, avant d'aller enfin de répondre ou d'aller sur des pistes ou d'ouvrir, d'élargir, de voir ce qu'il y a de modifiable dans cette situation qui permettrait de la voir autrement. Tout ce temps-là aussi permet de sécuriser. C'est-à-dire il faut pas se presser. Je crois que c'est ça aussi une règle, en tout cas il y a vraiment la qualité de l'écoute qu'on donne, qu'on offre. On prend à bras le corps la situation et on essaie de la regarder, de la dérouler et je crois qu'un moment vraiment hyper important aussi là-dedans, c'est le moment où on se dit: «Mais c'est quoi la question?» Parce que là, du coup, enfin, à chaque fois, je crois, je évidemment, il y a un silence qui s'installe parce qu'une fois qu'on a tout pas tout dit, mais dit beaucoup de choses, qu'on a détaillé la situation, déjà, je crois que la question elle n'était pas forcément, élaborée au départ. En tout cas, peut-être qu'il y en aurait eu une, mais qui n'est pas celle qui arrive à ce moment-là. Et là, on prend de la hauteur. C'est-à-dire qu'on a pu poser les choses, on a une vision, on essaie de l'avoir à 360 plus ou moins, mais en tout cas, on essaie d'avoir des détails, une meilleure compréhension de la situation et on se pose une question ensemble, c'est: «Mais alors, c'est quoi la question que ça vous pose tout ça?» Et là, vraiment, je trouve que l'élaboration de la question, c'est aussi un moment où ça permet de passer de l'émotion à quelque chose de plus de la raison, si on fait le distinguo entre, ce que tu disais tout à l'heure, et à passer à la réflexion et la prise de hauteur est quelque chose qui, aussi dans lequel tout le monde va pouvoir s'impliquer. Parce que c'est cette question-là qu'il va falloir travailler. C'est cet objectif-là. Peut-être qu'il va changer d'ailleurs au fur et à mesure, mais en tout cas, au départ, on va partir là-dessus. C'est essentiel ce qu'il vient de dire selon moi. Heu, au début de notre échange, j'évoquais le fait qu'aujourd'hui on peut objectivement dire qu'est-ce qu'est l'analyse de la pratique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans certains lieux, hein, c'est considéré comme un temps de formation puisque c'est pris en charge parfois, hein, pas tout le temps, mais parfois par des OPCO et donc Oui. on peut dire: «Qu'est-ce qu'on attend?» Si c'est formatif, c'est quelles sont les compétences à acquérir? Et je crois que, un groupe d'analyse de pratique avec le temps peut permettre à un groupe, d'accord, de de problématiser, Mmh mh. d'accord? Et d'élaborer et de mener à bien un travail réflexif. Ce qui caractérise notre travail en tant que travailleur social, mais en tant que soignant, hein, de façon générale, du fait de prendre soin de l'autre. On attend de toute personne qui prend soin, qui prétend soin ou qui veut prendre soin de l'autre, d'un moment d'être capable de ce travail de réflexivité et de penser son action à l'égard de l'autre vulnérable. Puisque très souvent, on accompagne des personnes en situation, de vulnérabilité ou en tout cas, ou qui sont là pour, obtenir, au minimum une aide. OK? Donc ça donne un certain pouvoir et donc l'idée, c'est de mener à bien un travail de problématisation et d'élaboration de son action et en présence d'un tiers. C'est pour ça que c'est important la question du groupe et c'est pour ça qu'à Epsilon Media, on ne dit pas APP, on dit toujours groupe d'analyse géocratique parce que
Si je fais de la bébé, je peux le faire tout seul en tête-à-tête avec quelqu'un. Non, il y a un groupe. Pourquoi? Parce que le fait même d'évoquer un accompagnement devant ses pairs, ça fait du commun, ça fait du collectif, ça crée du collectif et ça, c'est une dimension fondamentale. Donc déjà, dans ce que vient de dire Corinne, pour moi, ce que je retiens de fort aussi, c'est la question du concret. C'est-à-dire, au début, il y a une émotion, puis il dit très concrètement, ce que quand on dit faire le tour, de raconter la situation avec bien sûr des techniques pour ça, hein, de mener d'entretien. C'est faire advenir petit à petit, par la parole, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Très concrètement, au niveau dans les interactions avec un autre. Par exemple, reprenons la situation de la personne qui dit: «Je je suis en colère, je n'ai pas confiance, j'ai pas confiance». Donc, OK, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? Et déjà de pouvoir déposer très rigoureusement le «qu'est-ce qui s'est passé?» et de le mettre à jour, rien que ça parfois, ça permet un peu plus de justesse. Parce que: «Ah oui, c'est vrai, c'est ça qui m'a mis au ah oui, je comprends mieux pourquoi j'étais en colère». C'est-à-dire, advient en moi, les mots me font advenir ce qui dont j'avais pas conscience de qu'est-ce qui me mettait en colère. Déjà, il y a déjà un processus et comme le disait aussi Corinne, ce qui est important, c'est un moment don c'est alors, nous, on dit ça, c'est quoi le problème? Ou c'est quoi la question? Alors on le dit avec plus de subtilité. Ça peut être, hem, ça pourrait être, comment on peut t'aider? Mais ça dépend, on le dit d'une manière en fonction du contexte, mais ça revient toujours en fait à: «Qu'est-ce que tu veux?» et en quoi ce vouloir a été contrarié? Et là, on s'appuie sur l'approche systémique et stratégique, hein. C'est: «Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aurais voulu? Tu as été trahi, c'est que si tu t'es senti trahi, tu aurais voulu quelque chose d'autre et qu'est-ce que tu aurais voulu?» Et rien que déjà, de passer d'une colère et à travers tout un récit, de pouvoir dire: «En fait, voilà ce que j'attendais de vous, quoi». C'est déjà différent parce qu'il y a quelque chose qui vient à s'articuler en termes de: «J'aurais eu besoin de», d'accord? Ça vient s'apaiser par le langage et par une adresse. Exemple, dans le cas présenté, par exemple, à l'équipe. Et on voit que d'une émotion qui peut être, nous tendre, on peut rentrer à la maison avec ça. Comme tu disais tout à l'heure, hein. Voilà, dans ma voiture, je rentre et je ronchonne et puis j'en parle à mon mari, tu as vu? Ou à sa femme, tu as vu? Nin Là, si j'ai eu un espace où: «OK, c'est ça que j'aurais voulu et je l'ai pas eu et comment j'aurais pu faire pour l'avoir, pour l'obtenir?» Ou aujourd'hui, comment je peux éventuellement demander réparation, que sais-je? On n'est plus dans le même état émotionnel. Quand on parle de santé mentale, c'est ça, c'est-à-dire, souvent la santé mentale, c'est des ruminations, c'est des émotions qu'on a pu trouver à en faire quelque chose et qui sont restées enquistées, heu, dans quel endroit? Le corps, peut-être? À quel endroit? Et certains diraient la psyché. À chacun doit avoir sa définition. Somatique. Somatique, exactement. Scam. Bon, merci beaucoup pour cette première partie d'échange très intéressant et puis très puissant, je trouve. 2e question, 2e partie. Alors la santé mentale, mais là sous un autre axe, c'est que parfois quand on est gappeur, le groupe attend de vous une expertise, mais une expertise qui n'est pour le coup pas l'expertise du gappeur, mais une expertise de clinicien, peut-être, parfois. Et du coup, la question est comment on gère ça quand on est gappeur? Comment on reste à sa bonne place de gappeur et où est-ce qu'on déborde pas, en fait? Voilà, quitte à créer parfois, pour le coup, des insécurités au sein du groupe et puis au sein de la structure plus largement. Qui Je prends la suite, je sais pas si j'ai la réponse, hein, sans doute il y en a plusieurs en plus. C'est oui, moi j'ai eu le sentiment qu'on cherchait auprès de moi parfois des réponses, sans doute par, insécurité, que j'étais vue comme l'experte et que, ça aurait été mieux si j'avais pu apporter une réponse, une solution et qu'on je puisse dire, heu, ce que je pensais de tout ça. par exemple de poser pour aller être plus précis, peut-être parfois de poser un diagnostic sur Ouais, quelqu'un. oui, tout à fait, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Or, alors moi je pense que encore une fois, le temps va m'aider. C'est-à-dire que, d'une séance où on vient me chercher à cet endroit-là et où je peux dire, hem et bien rappeler le cadre et l'objectif
C'est-à-dire de vraiment mobiliser l'intelligence collective et dire: «Je pense que vous avez des solutions, que vous avez des idées, des hypothèses, qu'on peut, mais aussi en reposant des questions, en, partageant aussi, les questions que ça me pose, je participe à cette, comment dire? À cette élaboration, mais effectivement, ça peut faire des insatisfaits. Je J'accueille aussi, le fait que ça puisse être ça. Je peux je peux aussi dire qu'il y a des endroits où on peut se former et que oui, effectivement, s'il y a vraiment une thématique sur lesquelles il y a besoin d'apport, on peut aussi, aller en formation. Mais je pense que ça se construit aussi au fur et à mesure avec le temps. C'est-à-dire que vous avez, vous, beaucoup plus d'expertise que moi. Moi, je suis, heu, «étrangère» entre guillemets à ce service, à cette structure, je ne la connais pas. C'est vous qui avez, l'expertise. De la même manière d'ailleurs que ce qu'on peut se dire à propos de la manière dont on accompagne les personnes, dans ces structures, c'est-à-dire que celui qui a la meilleure expertise, c'est celui qui vit la situation. Donc j'ai plutôt tendance, en fait, à pas esquiver, mais essayer de rappeler un peu l'objectif du GAP et de pouvoir valoriser le fait que ces professionnels qu'on réunit, heu, ont des ressources et certainement beaucoup plus que, comment dire? Beaucoup plus en connaissances, en compétences que ce que moi je pourrais amener. Heu, Moi je enfin, que tu parlais d'animateur tout à l'heure, moi je leur rappelle que je suis le tiers qui va permettre justement qu'ils trouvent des pistes, des solutions, qu'ils aient, des hypothèses qui leur permettent de modifier les situations, de manière beaucoup plus juste que si c'était moi qui l'amenais. Mais c'est vrai que parfois il peut y avoir tendance à se dire: «Il y a quelqu'un qui sait mieux». Ça peut être aussi, sécurisant au départ, sembler sécurisant et c'est aussi, je crois, vraiment au fur et à mesure des gaps qu'on peut, se faire confiance là-dessus et que tout le monde s'implique davantage et prenne en charge un peu plus, à chaque fois la la situation qui est présentée et qui va y aller de ses hypothèses et qui va se mettre peut-être un peu plus, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose aussi autour de la sécurité des professionnels qui exposent. C'est-à-dire que c'est une prise de risque d'exposer une situation et et certainement qu'il y a quelque chose, qui se joue quand on vient nous chercher là-dedans. C'est-à-dire que, heu, ce serait sécurisant si l'autre avait la réponse a attendue, oui. Ça me viendrait. Oui. Parce que en fait, souvent, j'ai l'impression que soit quand on vient chercher une réponse précise auprès de l'animateur sur je parlais, d'un diagnostic, de dire: «Voilà, on accompagne, on a accueilli, tel jeune ou telle personne, elle fait ça, 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 personne ne veut nous dire ce qu'il a, mais moi je pense que c'est ça, vous êtes d'accord avec moi?» et cetera. Bon voilà, des fois on va venir chercher, peut-être parfois pour contrecarrer aussi le psy de la structure, bon ça peut il peut jouer des choses, un peu ailleurs. Mais du coup, c'est quoi la alors Corinne a apporté, une réponse et j'aimerais bien aussi avoir la réponse d'Éric sur c'est quoi du coup la bonne posture au niveau du gapeur? Bah, derrière cette question, il y a beaucoup de choses, en faisant référence, par exemple, à la psy, ou le psy de la structure. C'est intéressant parce que parfois, il y a juste titre, hein, des psychologues, de l'institution dire: «Mais, le groupe d'analyse de pratique, il fait doublure par rapport à mon job» et en fait, ils ont raison, c'est non, il ne doit pas faire doublure, c'est pas le même travail. Puisqu'on a dit tout à l'heure, c'est pas un groupe clinique. Donc, l'idée, on est voilà pour parler des symptômes, a priori, des personnes accompagnées. En Donc fait, on pose un diagnostic. voilà, en tout cas pour poser un diagnostic. On n'est pas là pour ça, d'accord? Donc c'est hyper important. Alors en revanche, du coup, il faut comment on peut décontaminer, si j'ose dire, cette attente? Parce que cette attente, encore une fois, il faut la recevoir. S'il y a une demande de diagnostic, c'est, quelle est la visée de la personne? C'est quel est ce besoin de connaître, d'avoir un diagnostic ou voilà, est-ce que c'est par exemple, ça peut être un sentiment d'étrangeté de la personne. Elle peut avoir des comportements qui suscitent de l'inquiétante étrangeté chez la personne face, chez le professionnel à l'égard de la personne ou une incompréhension ou de la peur ou de l'étonnement ou un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire, en quoi ce diagnostic serait pour moi m'aiderait à y voir plus clair dans ma relation à l'autre?
Donc, en partant de là et en essayant d'éclairer un peu qu'est-ce que ça lui permettrait, par exemple, s'il veut avoir confirmation que lui, il dirait: «Elle a tel problème et moi, la psy, elle est pas d'accord avec moi, mais moi, je pense ça» et du coup, qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça implique? Parce que la vérité, c'est que il faut le dire, mais je sais pas si les gens derrière le micro l'entendent, mais il faut savoir qu'il y a plein d'écoles au niveau psy et que tous les écoles de psy ne sont pas d'accord avec un diagnostic. C'est étrange à dire ça, mais il faut savoir entre tel ou tel courant, on va mettre une étiquette, alors que dans une autre catégorie, on ne mettra pas la même étiquette. Donc il y a un côté relatif dans un diagnostic. Ceci dit, une fois que j'ai dit ça, il faut entendre qu'est-ce qu'est la logique de la personne qui demande un Parce que de l'aide aussi. alors ça, c'est la première chose et la deuxième chose, alors je vais faire part de mon expérience. Quand j'ai commencé il y a 25 ans à faire du gap, j'avais pas de méthode. J'avais pas de méthode. Je bricolais, pour être tout à fait sincère et du coup, il m'est arrivé régulièrement, j'utilise beaucoup, voilà, donc j'étais un expert, de la théorie d'attachement, par exemple. Mon Dieu, je connaissais bien quand j'accompagnais des équipes de la vente précarité, j'avais lu mon De Clercq et Les Naufragés et j'avais lu tous les chapitres, d'une puissance sans nom de Clercq, sur qu'est-ce que c'était une personne qui avait connu la rue et quels étaient ses symptômes et cetera et donc il m'arrivait d'arriver dans des groupes et puis d'étaler mon savoir, quoi. Est-ce que c'est de l'analyse de pratique? Aujourd'hui, je sais que c'était pas d'analyse de la pratique. Le danger, c'est d'inhiber le groupe en disant: «Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce du savoir?» ou pire encore, et je crois que c'est là le danger, c'est de venir renforcer des croyances. Prenons un exemple, on a un gamin qui a vécu, des grandes situations de manque d'attachement, petit, donc comme il a vécu ça, et ben, c'est pas comme ça qu'il se comporte et s'il se comporte comme ça, et ben, moi, je peux pas faire autrement que ce que je fais et là, on est dans une croyance. Voilà, j'ai envie de traiter sur ces différentes ces différentes façons. Mmh. Et vous, c'est intéressant parce que tous les 2 ce que vous amenez, c'est bon, on est OK que, le gapper n'est pas là pour poser un diagnostic et c'est pas du tout sa place. Ça, c'est OK, c'est un postulat, tout le monde est d'accord avec ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, c'est la manière dont vous le traitez. En fait, on retrouve ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport au fait que les personnes puissent parler dans le gap de choses qu'ils peuvent pas forcément parler peut-être aussi dans la vie, professionnelle au quotidien. C'est que à travers de dire, ah ben venez me dire si cette personne est bien schizophrène parce que moi je pense qu'elle est schizophrène et si elle est schizophrène alors ça veut dire que je Oui. dois me comporter comme ça et ben du coup vous dites: «Non, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si elle est schizophrène ou pas schizophrène. Finalement, moi ce qui m'intéresse de travailler en tant que gapper, c'est pourquoi il y a cette, question, quelle crainte il peut y avoir derrière, Oui. l'interrogation, peut-être que du coup dans ma relation, est-ce que je vais savoir faire? Je vais pas savoir faire, je peux avoir des peurs, des appréhensions». Peut-être, la nouveauté aussi, être confronté on voit qu'il y a plein de structures où ils ont ce qu'on appelle les nouveaux publics, enfin ils ont des glissements de public. Ils ont trouvé des publics qu'ils connaissent pas et donc souvent ils veulent un peu des diagnostics parce qu'ils se disent: «Bah, on connaît pas, on sait pas faire, donc donnez-nous des recettes miracles» et en fait, ce que vous dites: «Bah, nous, on n'est pas là pour faire des recettes miracles. En fait, on est là pour comment on les amène toujours plus précisément à pouvoir exprimer aussi leurs talents aussi aux professionnels et pas à se cacher entre guillemets derrière un diagnostic et des choses, en fait et des recettes presque, hein, que j'aurais quelque part, un problème, une pollution, mais de dire moi en tant que professionnel, comment je peux aussi me déployer en nommant, bah, les peurs, les appréhensions, les inquiétudes, les «j'essaye de faire ça, mais je suis pas sûre de moi», de pouvoir, peut-être se dévoiler. On parlait tout à l'heure d'un espace, sécurisant où on puisse oser être soi-même. Peut-être c'est ça et pas être, quand, vous disiez, d'avoir un intervenant qui connaît plein de choses, c'est passionnant, mais du coup, au final, est-ce que je me mets au travail? En fait, c'est ça la question. Heu, mais n moi, il y a quelque chose que Corinne a évoqué tout à l'heure, c'est le groupe. Prenons un exemple. Moi, quand j'interviens, par exemple, en CESAD, OK, ce qui est fascinant, c'est qu'autour de la table, j'ai plusieurs métiers et je vais avoir un ergothérapeute, un psychomotricien, un kiné, un orthophoniste, voilà et ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a une personne qui va parler de la petite Julie. Voilà, elle va parler de la petite Julie et qui a tel ou tel comportement. Moi, j'y arrive pas avec cette Julie, vraiment, elle est pas du tout engagée et cetera et cetera. Donc c'est intéressant, elle va parler en fait, elle va pas parler de Julie, Mmh. elle va parler de sa relation à Julie. C'est-à-dire: «Je voudrais obtenir ça de Julie, j'attends ça pour son bien, hein, j'attends ça de la part de Julie, que qu'elle se comporte de telle manière pour aboutir à tel ou tel résultat» et ça marche pas, OK?
Ce qui va être intéressant, c'est que nous, on va mettre à jour sa manière de procéder. Donc, en systémie, on dirait ses tentatives de solution. D'accord? Mais avant même de connaître la systémie, j'utilisais déjà ces termes, pas de tentative de solution, mais comment la personne elle la pratique. Et ce qui va être intéressant, c'est que l'orthophoniste a dit: «Mais d'accord, OK, c'est comme ça que tu vois Julie, mais moi, elle agit pas du tout comme ça avec moi, Julie. Moi, Julie, elle est très engagée et mais tu vois, quand j'arrive dans ma séance, je m'engage pas tout de suite dans le travail, je prends du temps pour faire ceci ou cela». Et donc en gros, on va voir qu'elle procède autrement, par exemple, d'accord? Et c'est ce jeu de c'est l'intérêt du groupe, j'ai envie de dire, c'est en systémie, on parle de faire un recadrage, c'est-à-dire de permettre à quelqu'un de voir une scène dans un angle différent pour pouvoir adopter un nouveau comportement, en le voyant les choses autrement. D'une certaine manière, la force d'un groupe et d'un collectif, c'est d'offrir en permanence des recadrages. C'est-à-dire, moi, je vois cette gamine autrement et comme je la vois autrement, et ben, a priori, ça marche plutôt bien. Et ça a un effet, ça a un effet d'élaboration qui ouvre à de nouveaux possibles. Alors que si on renforce une croyance, concernant Julie, le grand danger, c'est que je vais rien tenter de nouveau, puisque je suis tellement persuadé que Julie, de toute façon, elle veut pas se mettre au travail, que tout dans mon comportement tout dans mon comportement amènera que, elle se mettra pas au travail. Oui, c'est la difficulté, je trouve, et la vigilance qu'on doit avoir entre diagnostic et pronostic. C'est-à-dire que la le danger de poser un diagnostic, ce serait qu'après on ait des pronostics et que ça enferme la situation dans des choses pré-pensées et qui ne laissent pas d'autres possibles. Or, je pense que et pour la personne qui est accompagnée et pour le professionnel, ce serait très dangereux. Et le gap a cette, je crois, cette vertu que, justement, on va penser des possibles différents parce qu'il va y avoir plusieurs points de vue qui vont, être, partagés, et là où parfois on peut se sentir empêché, de nouveau, on va avoir du pouvoir d'agir. C'est-à-dire que le fait, d'être passé par toutes ces étapes-là aussi, parce que c'est pas évidemment en un claquement de doigts tout ça, mais le fait de le partager, de partager ses craintes, son impuissance et de voir qu'il y a d'autres choses, d'autres manières de faire, c'est aussi se dire que je peux reprendre du pouvoir d'agir et me sentir en capacité de proposer des choses. Je suis pas sûre que ça marche en même temps, mais je suis prêt à essayer autrement. Ça, je trouve que c'est aussi assez intéressant pour, pour le professionnel qui expose et puis pour les participants autour de partager autour de d'autres projections possibles. Je trouve, c'est vrai que j'aime bien cette notion de pronostic, diagnostic. C'est en fait, c'est dans notre approche, en fait, on dit souvent on est non normatif. Alors il faut l'entendre rigoureusement, c'est-à-dire, par exemple, j'entendais une personne concernée par la maladie mentale qui a été internée plusieurs fois et qui a écrit un livre ces derniers temps qui, pour moi, est essentiel, qui s'appelle «Et c'est moi qu'on enferme» de Philippe Amotte, qui a connu des épisodes psychotiques. Et c'est intéressant parce que quand on l'écoute, elle raconte son cheminement, quoi, sur plus de 15-20 ans d'enfermement régulièrement, enfin 3-4 fois reprises. Et elle dit: «Pour certaines personnes, c'était important d'avoir un diagnostic et pas pour moi». Donc c'est intéressant aussi de dire qu'il y a pas de règle absolue. C'est-à-dire, c'est pour ça que de vouloir à tout prix écarter, pas de diagnostic, on va dire, c'est pourquoi faire? On sait qu'il y a des gens, le fait de poser une étiquette, ça leur donne un pouvoir d'agir. Alors que d'autres, au contraire, c'est ce que tu dis avec justesse. Donc, encore une fois, c'est pourquoi, comment, enfin voilà, il y a pas de vérité absolue. Mais une fois que j'ai dit tout ça, de la place où on est, heu, je trouverais, En tant que gap. en tant que gapeur, je trouverais quand même, un peu suspect, dangereux, avec les éléments d'un professionnel, d'aller oser, poser une étiquette. Je pense que là, ce serait selon moi une faute, ce serait selon moi une faute, quoi, qu'on n'a pas à faire. On n'est pas là pour ça et je vois pas ce que ça amène. Oui, parce qu'on a les données que d'une personne. Enfin, Bien évidemment. on a les informations par le prisme de celui qui expose et c'est pas forcément c'est sa vérité, mais c'est pas forcément une vérité, absolue totale. Heu, est-ce que vous avez envie d'ajouter d'autres choses? Moi un peu,
parce que je viens de dire, une chose qui me paraît essentielle parce qu'on est parti de la santé mentale. Je crois que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on enfin, la santé mentale, c'est, un terme, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que ça recouvre, hein? On va dire, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait toujours être heureux? Non, c'est pas ça la santé mentale. Est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait ne jamais être contrarié ou faire surmonter toutes nos contrariétés? Je crois pas, quoi. Je pense que la santé mentale, c'est comment on essaye de vivre et comment on arrive à trouver une possibilité de vivre des interactions et dans un environnement et de trouver une place et de pouvoir partager avec d'autres. Hem, Qu'est-ce qui fait vraiment problème, selon moi, c'est quand, et ça fait un lien très fort avec le travail, c'est quand on est soumis à des situations dont on se sent que ça génère des sentiments extrêmement négatifs et qu'on trouve pas à en faire récit pour soi-même, avec d'autres et pour un collectif. Il me semble que ce qui peut nous protéger, ça peut comment dire ça? C'est on peut être confronté à des choses très difficiles, mais si on arrive à en faire une histoire et ensemble faire face à une situation, ça peut devenir une épopée. Et je crois que ce qui est important, c'est la force du langage et c'est la force de la mise en récit et de donner sens à à ce qui nous arrive pour pouvoir suffisamment trouver de force, au en soi et auprès des autres pour pouvoir surmonter ce qu'on a surmonté puisque la vie nous impose quand même, régulièrement nombre d'épreuves. La force du récit. La force moi je dirais la force du récit. En conclusion, moi, je dirais, heu, en tout cas, ça fait écho à la conclusion du gap. C'est-à-dire que quand on conclut le gap, souvent on demande, à la personne si on a répondu à la question, comment elle se sent, est-ce que ça va? Et très souvent, en fait, elle va, oui, dire qu'on a pu répondre à la question, qu'elle a des pistes, OK, mais surtout, elle dit: «Ça va mieux». Et le lien que je voulais faire aussi avec la santé mentale, parce que ce qu'elle met souvent en avant, c'est le fait que ça va quand même beaucoup mieux qu'au début, que cette situation, elle est venue avec, c'était soit très lourd, soit un caillou dans la chaussure, soit enfin, voilà, elle était pas très bien quand même à présenter tout ça et finalement, elle se sent mieux et je crois que c'est vraiment, c'est pas ce qu'elle pensait au départ, parce qu'en fait, elle a une vraie demande, comme si on avait des fausses. En tout cas, une demande assez, heu, oui, massive, d'une aide attendue et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle se sent mieux. J et je trouve qu'un Le gap non-verbal témoigne et tout à fait, tout à il y fait. a quelque chose d'assez magique dans le non-verbal. Ouais. Entre faudrait presque, ce serait presque une chose intéressante, ce serait de faire une photographie du début et une photographie de la fin, hein? Et les traits, comment ça se déplie Oui. avec un sourire et cetera. Le débit aussi, tu vois? Je disais le débit au départ, il est souvent très rapide. À la fin, on parle plus lentement, on respire. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est posé, plus ou moins résolu. Parce qu'en fait, comme ce n'est pas magique malgré la formule employée tout à l'heure, parfois on n'a pas complètement résolu le problème, mais ce qui reste important, c'est qu'on a pu poser les choses, les voir un peu autrement ensemble et sentir mieux et je crois que ça, c'est éminemment important. Et ça montre que c'est ce que nous disent, Corinne, tu as fait cette expérience, hein. C'est ce que disent les apprenants au niveau, à UCLMIA quand les personnes se forment à the pratique, c'est il y a des techniques, enfin, c'est un savoir-faire. Ça demande des compétences, vraiment et de faire l'expérience que, ça fonctionne, exactement comme tu viens de le dire, Corinne, hein. C'est, ça va mieux, quoi. Je suis plus léger. Donc ça montre qu'il y aurait une modalité d'accompagnement qui fait qu'on est lourd et par ce travail de partage et d'élaboration, de problématisation, de voir les ch de mise en récit, il y a quelque chose qui se passe. Mmh. On gagne en légèreté Et d'accueil des émotions. et au départ, c'est une émotion déliée. C'est une émotion qui trouve à colorer un récit. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous les 2 pour ces échanges, très riches. Donc on retiendra que le gap vient il y a la notion vraiment d'accueil des émotions, quels qu'ils soient. Le fait de pouvoir les accueillir et les accompagner, que ça apaise l'exposant. La force du groupe, hein, beaucoup, revenu sur, le groupe, la personne qui expose, son ressenti, ses émotions, que le gapper n'ait pas peur,
d'aller accueillir et accompagner ces émotions pour les faire, redescendre et apaiser. Sur la question de la posture du gapeur vis-à-vis de situations parfois auxquelles on l'amène un peu à trancher, à se positionner, bah, d'en profiter pour retravailler autrement, la situation en prenant le lien entre le professionnel et la personne qui l'accompagne et redonner du sens. La force du récit, Eric, concluait avec, l'importance de pouvoir, nommer les choses et en faire récit pour que du coup ça soulage soi, ça nous j'allais dire ça nous fait du bien, mais ça fait aussi du bien au groupe. C'est-à-dire qu'aussi ils peuvent se reconnaître dans ce qui est aussi nommé par la personne qui expose et du coup l'animateur, comment il est garant de tout cet espace-là. Entendez la notion de la sécurité qui est une notion qui est prépondérante pour pouvoir que tout cela se déroule de manière sereine. Merci à vous Merci. et à bientôt.